Bienvenue chers amis au cœur de l'émission Homo Micro. Homo Micro, l'émission qui se prend en mots. Au cœur de la culture LGBT, QI+, Brahim Naik Balk, entouré de ses chroniqueurs, inonde de couleurs les ondes depuis 2004. L'aventure continue avec cette nouvelle émission qui commence maintenant. Avec le cercle des chroniqueurs, ravis de vous savoir à l'écoute, où que vous soyez, bonjour ou bonsoir. Merci d'être là, à tendre votre oreille pour vous informer ce soir. C'est d'abord le grand retour de notre ami Éric Garnier. Il y avait plusieurs mois qu'on ne l'avait pas vu. Oh là là, oui, je retrouve un nouveau studio tout beau, tout magnifique, et en plus on a une invitée exceptionnelle ce soir, et c'est tout à l'honneur du studio que d'afficher des couleurs propres et belles pour cette grande dame. Effectivement, une grande dame tout à l'heure avec notre amie Annabelle. Elle n'était pas venue pendant quelques semaines et elle revient parmi nous. Bonsoir Anna, comment ça va ? Bonsoir, ça va très bien, je suis trop contente de revenir. Ouais. Et j'ai hâte de vous faire ma petite chronique de ce soir et de vous faire plein de recommandations de films et de séries. Ouais, super, merci d'être là Anna. Mais Eric, tu n'as pas parlé du livre que tu allais présenter tout à l'heure en fin d'émission ? Oui, alors c'est un journal d'un grand intellectuel qui n'est plus de ce monde, un grand historien que personne ne connaît, mais c'est normal, les gens les plus intelligents, le grand public ne les connaît pas, hélas. Et c'est un carnet qu'il a tenu pendant 22 ans et qui est bouleversant. Je vous dirai pourquoi. Tout à l'heure, en fin d'émission avec nous, Eric, pour réaliser cette émission de Sinon Rien. Bonsoir Nathan. Bonsoir Brahim, comment vas-tu ? Ça va, merci. Et toi ? Et ce soir, tu es accompagné de... Je suis accompagné de Amy, forcément, qui revient avec nous aux manettes et aux commandes et qui d'ailleurs va profiter aussi de son temps à la radio pour pouvoir aussi justement manipuler. Et c'est elle d'ailleurs ce soir qui sera principalement derrière les manettes pour tous nos auditeurs Amy. Qui du coup seront là. Bonjour Brahim, comment vas-tu ? Ça va, merci. Ça fait plaisir également de te revoir, Amy. Bah oui, je viens d'apprendre que j'étais aux manettes. Je ne le savais pas. J'apprends en même temps que tout le monde, mais ça me fait plaisir. Et même quand tu n'es pas avec nous, la plupart du temps, tu assures les montages pour notre podcast. C'est vrai. Il faut que tout le monde aille écouter d'ailleurs, je répète. Mais... Merci de rester avec nous. Homo Micro, l'invité du jour. L'invité du jour avec notre amie Annabelle, Histoire pour Yel. Oui, aujourd'hui nous avons l'immense fierté de recevoir Marilène Patou-Mathis pour son dernier ouvrage « L'homme préhistorique est aussi une femme, une histoire de l'invisibilité des femmes », paru chez Alary Éditions. Bonjour Marilène, bienvenue à Homo Micro. Bonsoir. Quel bonheur donc de vous recevoir dans nos studios, tout nouveau, tout beau, comme disait Eric. Avec vous, on va déconstruire l'histoire avec un grand H, démontrer que depuis la nuit des temps, la femme est invisibilisée dans et par l'histoire. Avec vous, on va partir sur les traces de l'histoire androcentrée, l'histoire qui nous est enseignée, écrite par des hommes, outil de transmission de l'idéologie patriarcale. Un programme passionnant. Avant cela, quelques mots sur vous, Marilène. Docteur en préhistoire, directrice de recherche au CNRS, rattachée au département préhistoire du Muséum national d'histoire naturelle, enseignante également. Vous êtes l'une des plus grandes spécialistes mondiales des comportements des Néandertaliens. Autrice et co-autrice de nombreux ouvrages sur la préhistoire. Aujourd'hui, on vous reçoit pour votre dernier livre, paru donc aux éditions Alary. L'homme préhistorique est aussi une femme, une histoire de l'invisibilité des femmes. Première question, pouvez-vous nous raconter pourquoi avez-vous utilisé ce titre et rajouté ce sous-titre, une histoire de l'invisibilité des femmes ? Ça m'a paru au fur et à mesure d'avancer dans ma profession qu'il y avait quand même un mot qui revenait toujours, c'est l'homme préhistorique ou l'homme de Néandertal. Moi, je travaillais beaucoup sur les Néandertaliens et alors toujours l'homme des Néandertals. Mais à un moment donné, je me suis dit, mais il y a une femme aussi, une Néandertal, tout simplement. Dire que j'ai découvert que ce n'était pas simplement un mot générique. Parce qu'on me dit, oui, mais il y a un grand H à homme préhistorique. Mais non, quand je n'entends pas le grand H. Donc, en réalité, j'ai découvert que derrière ce mot, il y avait une réalité, c'était l'invisibilité. C'est-à-dire que toutes les grandes inventions dans la préhistoire, des choses qu'on fait, ce qu'on est aujourd'hui, l'invention du feu, la maîtrise du feu, la taille des outils, la chasse qui était importante pour l'économie à cette période-là, l'art, les superbes grottes, Lascaux, etc., Chauvet, tout ça, c'était les hommes. Et alors un jour, ça m'a un peu énervée. J'ai dit, mais c'est pas possible. Et donc, je suis partie sur ça. Et avec mes étudiants, j'ai dit un jour, mais c'est pas possible. Et les femmes, elles faisaient quoi ? Balayer la grotte.
Je dis, c'est pas ça. Donc, il faut repenser, revoir les choses. Et c'est à partir de ça donc, que j'ai travaillé sur ce titre qui était un peu aussi un titre provocateur, voilà, qui est un peu ambigu. En plus, c'est bien, ça fait un peu travailler les neurones. Et donc, parce que c'est vraiment l'invisibilité des femmes durant la préhistoire. Alors, que les choses soient claires, hein, votre livre n'est pas un ouvrage misandre. C'est une démonstration étayée de 931 références. Oui, vous avez bien entendu, 931 références qui prouvent que l'homme s'est emparé donc très rapidement du rôle de narrateur de l'histoire pour se placer au plus haut et réduire la femme à un être inférieur, un homme raté, coupable dès l'origine. Pouvez-vous nous refaire brièvement l'histoire androcentrée pour nos auditrices-auditeurs ? Ah oui, c'est très simple. C'est-à-dire que quand on regarde la naissance de la préhistoire en tant que discipline scientifique, c'est le 19e siècle. Alors c'est un siècle qui est voilà, ambivalent. Il y a des choses très très intéressantes. Il y a des révolutions au niveau de médicaux et tout ça. Mais il y a aussi beaucoup d'idéologie. Et aussi, dans cette période-là, on est encore, au moment où naît la préhistoire, au milieu du 19e siècle, on sort du créationnisme, hein, parce qu'il faut bien voir qu'à cette époque-là, enfin jusqu'à cette époque-là, on avait quand même une vision très arrêtée de nous, c'est-à-dire qu'on n'avait pas d'ancêtres, hein, on avait été, les humains avaient été créés par Dieu, et puis point, les animaux aussi, etc. Donc c'était difficile de faire admettre des ancêtres, que nous avions des ancêtres. Donc déjà, on était encore très imprégnés de la religion, notamment chez nous, catholiques, parce que les préhistoriens, les premiers préhistoriens, c'est vraiment en Occident, c'est-à-dire que c'est en France, en Espagne, même c'est vraiment l'Europe de l'Ouest. Et donc, forcément, ils sont encore imprégnés. Donc, on sait très bien ce que j'appelle, moi, l'infériorisation des femmes par ordre divin. Et en même temps, au 19e, il y a quelque chose qui va s'ajouter, qui va être terrifiant, c'est qu'ils vont aussi aller à l'université, ils vont entendre quoi ? Ils vont entendre les discours médicaux. Et là, on va leur dire que la femme est inférieure par nature. Donc, on va démontrer. Donc, les premiers préhistoriens, ils sont dans ça, dans ce contexte, dans cette société qui est en plus très patriarcale. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Eh bien, forcément, ils vont appliquer leur mode de vie à eux, leur système social sur ces sociétés très anciennes. Et à l'époque, évidemment, vous en doutez, il n'y a pas de préhistorienne, il n'y a que des préhistoriens. Il faut attendre 1950 pour qu'il y ait les premières préhistoriennes. Donc c'est vraiment le regard masculin pendant toutes ces périodes, sur ces périodes anciennes. Et courant des années 50, 70, c'est une nouvelle discipline qui va apparaître, non ? C'est-à-dire que là, dans les années 50, déjà, quelques préhistoriennes apparaissent. Et surtout, venant, bien sûr, comme toujours, hein, enfin en tout cas très souvent, des États-Unis, on va avoir une révolution très importante dans l'anthropologie, hein, qui est bien sûr, c'est un grand mouvement féministe, mais aussi dans l'anthropologie. Et les anthropologues anglo-saxonnes vont se révolter en disant c'est pas possible que la préhistoire donne cette image où tout ce qui est positif, tout ce qui a fait l'humanité, eh ben, c'est uniquement grâce aux hommes que la femme est complètement invisible. Et lorsqu'on dit la femme aller à la cueillette, etc., bon, c'est une activité alors qu'elle est très importante dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, eh ben, elle est minorée. On dit non, en fin de compte, c'est la chasse. Et comme on le dit, activité masculine, donc forcément, on met les hommes toujours au-dessus, même lorsque les activités sont des activités très fortes comme la cueillette. Alors, vous avez travaillé sur la préhistoire, hein, c'est votre corps de métier. Vous avez fait des découvertes qui allaient dans ce sens, hein, de la place de la femme au sein de la vie sociale. Est-ce que vous avez eu des retours de vos collègues masculins un petit peu ardus ? Comment ça s'est passé pour vous, dites-nous ? Alors déjà, pour les auditeurs, il faut rappeler très très rapidement que là, nous parlons de la période très ancienne de nos ancêtres. C'est lorsqu'ils étaient chasseurs, cueilleurs, nomades. Donc c'est très important parce qu'il va y avoir une grande révolution néolithique après, où de prédateurs, on va devenir des producteurs, et là, tout va changer. Mais dans cette période-là, ce que j'ai constaté, c'est qu'en fin de compte, ces activités qu'on disait masculines, il n'y avait absolument pas de preuves, que c'était une construction qui était basée sur des présupposés et des préjugés. Comment voulez-vous qu'on sache qui taille l'outil ? On ne peut pas. Qui peint Lascaux ? On ne peut pas. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'était quelque chose qu'on nous disait, mais
sans aucune preuve archéologique. Donc déjà, il a fallu déconstruire, c'est l'essentiel de ce travail, déjà, qui est très important, c'est la déconstruction de toutes ces idées préconçues, ces présupposés, voire des préjugés. Donc ça a été vraiment important, parce que on constate maintenant en plus que quand on commence à regarder différemment, on trouve des moyens parce qu'on a des nouvelles méthodes. En ce moment, c'est extraordinaire. Il y a l'ADN ancien, il y a des méthodes biogéochimiques. Bref, on sait plein de choses. On peut vraiment déduire des objets qu'on trouve dans les fouilles archéologiques, parce qu'on travaille sur du matériel, c'est scientifique. Donc, toutes ces nouvelles méthodes permettent de constater qu'en fin de compte, ce qu'on nous racontait, c'est des sottises. Sur le fait de penser que certaines activités n'étaient pas faites par les femmes parce qu'elles étaient graciles, elles étaient moins fortes, moins robustes que les hommes, tout ça, c'est des sornettes, puisqu'on s'aperçoit en fin de compte qu'elles sont extrêmement robustes, qu'elles sont très musclées, donc elles peuvent faire plein d'activités dites, entre parenthèses, masculines. On s'aperçoit aussi qu'elles vont dans les grottes. Elles ont laissé les empreintes de leurs mains. Donc, il y a les empreintes des mains des femmes et il y a un cheval à côté qui a été peint. Pourquoi pas imaginer de dire, mais c'est peut-être aussi la femme qui a laissé sa main qui a fait ce cheval. Pourquoi voulez-vous que ce soit que des hommes Les sculptures, c'est la même chose. On a beaucoup, beaucoup de statuettes féminines. L'art est un art essentiellement à cette période-là qui représente des animaux. Très peu des humains, mais quand il y a des humains, ce sont tout est féminin quasiment. Presque à 100%, 80 à 90%, c'est du féminin. C'est-à-dire que c'est des statuettes qui représentent des femmes, c'est des profils, des silhouettes de femmes sur les parois, c'est aussi des vulves. Donc on est beaucoup dans du féminin. Donc là aussi, c'est important parce que ça témoigne que forcément, dans la vie courante, leur statut n'était pas inférieur, puisqu'elles avaient là, dans ces représentations, la place principale. Donc tout ça commence à bouger, et ce que je pense qu'il est très important à dire, c'est qu'il ne faut pas tomber dans le piège d'avant, c'est-à-dire de dire « toutes les femmes ont tout fait ». Moi, ce que je pense que c'était des sociétés équilibrées, parce que ce sont des petites structures, sans État, sans hiérarchisation. Et ce qui compte pour vivre, je ne dis pas survivre, parce qu'il y a des périodes, à mon avis, très, très agréables à vivre dans ces périodes-là, c'est un équilibre qui est basé sur les compétences, qui ne sont pas liées à ce que nous, on a fait beaucoup actuellement sur le genre. Donc, c'est absolument pas ça. On est dans un autre système. Ce ne sont pas des sociétés identiques à nous. Il faut bien le savoir. Elles sont différentes, ni inférieures ni supérieures, mais elles sont différentes. On ne peut pas appliquer, comme on le fait actuellement, nos systèmes, nos comportements sur les leurs. C'est vraiment ça qu'il faut. Il faut prendre du recul. Et c'est important parce que là, on arrive maintenant, en réfléchissant, en travaillant de plus en plus, je pense qu'on va montrer que le patriarcat, c'est quelque chose qui a été construit, c'est culturel et c'est pas anthropologique, c'est pas originel. Voilà. Je veux dire, c'est pas dans les gènes, on n'est pas fait pour faire telle ou telle activité selon qu'on soit un homme ou une femme, à part bien sûr la reproduction, mais le reste. Donc je pense que ça, c'est très très important. Parce que ça amène à ce que j'ai souhaité montrer dans ce livre, que les femmes comme les hommes, et c'est ça qui est important, ont participé à l'évolution des sociétés, à l'évolution des humains. Mais cette idée d'histoire patriarcale, enfin androcentrée, vous le racontez très bien dans le livre, ça remonte à très loin, et dans les textes sacrés, ça remonte aussi dans la mythologie grecque. Enfin, c'est des choses incroyables. Tout le temps, en fait, ça a tout le temps existé. Quel est le point de départ? Est-ce que c'est au moment où on a fait de l'agriculture? Voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on va dire que le système patriarcal, même si petit à petit on voit, et c'était un débat que j'avais eu avec Françoise Héritier, parce qu'elle disait de tout temps, les hommes ont dominé les femmes. Je dis, je suis pas d'accord avec toi. Je pense que c'est pas de tout temps. Toi, ce dont tu me parles, c'est le néolithique. C'est quand on est devenu des producteurs, quand on est devenu aussi à un moment donné des commerçants, quand il y a eu des biens, etc., qu'on s'est transformé, on voit apparaître la hiérarchie, on voit apparaître les chefs, on voit apparaître les castes, on voit apparaître les guerriers, on voit apparaître les esclaves, qui sont des prisonniers de guerre, parce qu'il faut travailler les champs. Et puis, comme a dit Jean-Jacques Rousseau, à un moment donné, il y en a un qui a dit, qui apparaît
appartient le champ, hein, donc ça a commencé, voilà. Et donc là, il y a eu des biens à protéger, et les femmes étaient très liées à l'agriculture, d'après ce qu'on montre en ce moment. Donc, plus une augmentation très importante des enfants, alors que quand elles étaient nomades, il y avait beaucoup moins d'enfants. Donc, les enfants, plus l'agriculture, elles ont laissé, enfin, le champ libre, entre guillemets, donc pour protéger les biens et tout, aux hommes qui ont développé, c'est l'apprentissage. Hein. Si je veux que vous soyez une guerrière demain, petite, je vous apprends et vous serez une guerrière. Donc, ou une brodeuse. Hein. Pendant très longtemps, ils voulaient faire des brodeuses. Donc, c'est vraiment important de montrer que c'est l'apprentissage. Et donc, ça, c'est sûrement que ça s'enracine à la fin du néolithique, dans ces périodes. Alors, on va dire le néolithique, c'est à partir de 14 000 ans. Hein, on va domestiquer les plantes, les animaux et tout ça. On vient du Proche-Orient par vagues successives. Et donc là, on va avoir ce changement de société parce qu'il y a ce changement déjà aussi lié au climat. Et donc, ce qui est important, c'est de voir que ça s'enracine là, parce que c'est vrai que c'est quand même un système qui a réussi, malheureusement pour nous. Hein, on le retrouve un peu partout. Et c'est quelque chose qui a permis aussi aux hommes d'avoir une maîtrise sur le camp des femmes. Parce qu'à un moment donné, quand vous devez transmettre des biens, il faut être sûr que ce sont bien vos descendants. C'est passionnant, hein. J'étais un peu vite, je suis désolée. J'étais un peu de faire des raccourcis. Vous savez, c'est bientôt l'heure de nous quitter. Bon, et il se fait faim. Marilène, vous avez travaillé sur le régime alimentaire des femmes et hommes de la préhistoire. Si on se faisait un petit frichti façon paléolithique, quel serait-il ? Alors déjà, il y en a qui vont être peut-être très contents et d'autres pas du tout contents, parce que c'est un régime quand même qui est assez carné. Hein. Donc, c'était quand même des mangeurs de viande, que ce soit les Néandertaliens ou nos ancêtres directs, les premiers sapiens. Donc, ils mangeaient pas mal de viande. Alors, on pourrait s'imaginer un steak de bison, voire un steak de mammouth. Hein. Bon, plusieurs. Si on est très nombreux, on peut prendre un steak de mammouth. Mais il y avait quand même à côté, bien sûr, des végétaux. Alors, il faut s'imaginer, là aussi, une grande diversité. Hein. Ce n'est pas du tout ce qu'on peut imaginer, une toundra gelée, parce qu'on dit que toujours, c'est les périodes glaciaires, il fait très froid. Non, un mammouth, c'est 180 kilos d'herbe par jour. Donc, vous voyez, c'est un paysage quand même avec beaucoup de végétation. Donc, on le sait, ils mangeaient aussi beaucoup de végétaux, notamment les ancêtres des céréales, qui s'appellent les graminées sauvages. Ils les mangeaient même en bouillie, en galette. Donc, il y avait déjà une grande variété de nourriture, sans oublier les fruits. Hein, il y avait les baies sauvages. Donc, je crois qu'on fera un très bon régime. En plus, au goût, c'est bon, mais aussi au régime parce que c'est peu salé, peu sucré et que du bon cholestérol. C'est le rêve. Merci Marilène, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je pense que nos auditrices et auditeurs ont été conquis par votre récit passionnant et vous désirez en savoir plus ? Courez vite acheter L'homme préhistorique est aussi une femme, une histoire de l'invisibilité des femmes, publiée à Alary Éditions. Alors, c'est tellement fabuleux et merveilleux ce qu'on vient d'entendre. Ce serait bien de passer ce message aussi à l'école, dans les manuels scolaires, parce qu'il y a matière à faire et à dire. Oui, j'ai déjà fait un premier travail d'approche, justement, pour modifier un petit peu, déjà faire revenir la préhistoire, parce qu'on l'avait enlevé de 6e, là, ça a été remis, et puis surtout changer. Parce que là, déjà aussi, la façon de percevoir ces humains qui, en fin de compte, ont inventé des tas de choses qui font qu'on est là, c'est quand même important. Ce ne sont pas des sauvages, comme on les imaginait. Au contraire, ils sont pleins de richesses, si j'ose dire. Des projets de livres, pour finir ? Oui, justement, sur les relations homme-animal. Bien. Voilà, peut-on vivre sans les animaux ? Ça va être passionnant. Et tu nous rappelles le titre du livre ? L'homme préhistorique est aussi une femme, une histoire de l'invisibilité des femmes, à Alary Éditions. Merci, à très vite à Homo Micro. Merci. Vous écoutez Homo Micro, une émission de et avec Brahim Naik Balk. Nathan, qu'est-ce que tu nous proposes comme morceau musical ? Alors aujourd'hui, en termes de morceau musical, ce que je vais vous proposer, c'est quelque chose de très intéressant. Je vais vous présenter un nouvel artiste qui s'appelle Hubert Lenoir. Il est canadien, il est même québécois. J'aimerais bien justement qu'on puisse, si ça se trouve, via l'intermédiaire de Denis Martin-Chabot, l'interviewer pour une prochaine chronique. Un Planète Arc-en-Ciel spécial musique, ça serait assez intéressant. Il faut savoir que ce jeune Canadien, déjà, est en train de se faire un nom dans la musique, à la fois au Québec, mais aussi dans le monde LGBT. Il faut savoir que cet artiste est androgyne, déjà, de base. Et il a beaucoup mis ces derniers temps, notamment, il a beaucoup fait parler de lui parce qu'il a mis, et il a porté notamment des habits de fille, alors qu'il est un garçon. Et
la plupart du temps, il a reçu énormément de critiques et même du bashing de la part de toute la communauté en général, enfin même des personnes autour de lui. Et il a justifié même auprès des journalistes et tout ça. Il a dit « Mais qui êtes-vous pour me juger ? J'ai le droit de m'habiller comme je veux et même tout le monde a le droit de s'habiller comme il veut tant qu'il se sent bien dans sa peau. » Alors, aujourd'hui aussi, pour reprendre le fait que justement le titre du livre qui était L'homme préhistorique est aussi une femme, pardon. Aujourd'hui, je vais prendre aussi du coup le titre de la chanson qui est très intéressant, qui s'appelle Fille de personne. On écoute. Je suis venu te dire que tu peux changer. J'ai vu un avenir de femme libérée, où tu portais le cuir et la tête rasée. J'ai vu ton avenir, comme beaucoup de peu de conseils à prendre sur nous. Et même quand tu te déguises de personne, mais ça t'épuise de chercher. Perds pas ton temps. Oh non, on va tous mourir égaux. Je garde ta photo en souvenir. Oh yeah. J'ai déjà vu des films d'amour surexposés. T'es le plus beau des films que j'ai regardé. Alright, en face à face ou en one night. Je suis venu te dire que tu peux changer. J'ai vu un avenir de femme libérée, où tu portais le cuir et la tête rasée. J'ai vu ton Alright. Je suis venu te dire que tu peux changer. J'ai vu un avenir de femme libérée, où tu portais le cuir et la tête rasée. J'ai vu ton avenir. Je suis venu te dire que tu peux changer. J'ai vu un avenir de femme libérée, où tu portais le J'ai vu ton avenir. J'ai vu ton avenir. J'ai vu ton Homo Micro, l'invité du jour. La première Pride des banlieues avait lieu le 9 juin 2019. Depuis, il ne s'est pas passé grand-chose à cause du Covid. Elle est programmée en 2022, le 4 juin. Et nous avons en ligne les deux porte-paroles, Youssef et Yanis. Bonsoir, comment ça va ?
Bonsoir. C'est un plaisir de vous avoir à nouveau à Homo Micro. Alors, avant cette Pride, il va y avoir un meeting qui est programmé le 20 mars prochain. Et vous allez nous dire un peu ce qui va se passer durant ce meeting-là, toutes les thématiques qui vont être abordées. Est-ce que vous pouvez nous dire, et qui est au téléphone là, c'est Yanis ou Youssef? Du coup, on est Tous les deux. tous les deux et deux au téléphone, Ouais. sur la même ligne. Du coup, par rapport au meeting, en effet, on a un meeting de lancement. On va pouvoir commencer à présenter un petit peu l'événement. Et on enchaîne directement après cette présentation sur une table ronde sur l'hébergement d'urgence à destination des personnes LGBT et queer. Donc, on va avoir différentes personnes, soit qui travaillent justement sur un volet associatif sur la thématique. On va avoir une chercheuse aussi, qui a un projet de recherche-action justement autour du projet qu'on va présenter, à savoir l'escale. Et aussi, on va avoir une personne concernée. Donc, on va brosser un petit peu tout ça pour concrètement identifier nos besoins. Parce que des besoins sur cette thématique, il y en a. Les revendications sont assez fortes d'ailleurs. 15h, le dimanche 20 mars. Donc c'est dimanche prochain et ça sera à 15h. Ouais. Les revendications, elles sont assez fortes un peu, donc beaucoup de gens sont révoltés. Dites-nous un peu ce qui se passe. Et depuis cette dernière marche, il s'est quand même passé pas mal de choses dans le domaine de la lutte. Vous vous êtes jamais arrêtés tous les deux finalement, et votre équipe. Non, on s'est jamais arrêté. Cette année, on continue. C'est pour ça qu'on revient. On est content de pouvoir le faire après 2 années qui ont été marquées par une crise sanitaire et sociale qui a durement, très durement, et ça c'est un euphémisme, touché la Seine-Saint-Denis. On compte nos morts. Et aujourd'hui, on revendique la création de 10 000 places en hébergement d'urgence et la formation de l'ensemble des agents et des agentes de l'hébergement d'urgence à l'accueil de publics LGBTQI+, pour que plus personne puisse dormir dans la rue, quelles que soient nos orientations sexuelles, nos identités de genre, nos classes sociales ou nos races. Les personnes qui sont par exemple à la recherche d'un appartement et qui sont mal logées, donc ce sont des gens qui viennent vous voir directement. Comment ça se passe? Écoutez, comme on est nous-mêmes justement des personnes queer de banlieue, comme on est nous-mêmes des personnes trans de banlieue, en fait, on subit ce genre de choses. On subit le logement précaire, on subit la précarité de la vie en règle générale. On voit nos amis, nos sœurs, nos frères, nos adelphes justement passer de logement en logement, passer de squat en squat. D'accord. C'est pour certaines personnes et pour certaines franges de la population, c'est le Far West. Déjà de base, on a quand même un gros problème en France et en Seine-Saint-Denis en matière d'hébergement. Il y a quand même quasiment 10 000 personnes qui n'ont pas pu trouver de logement alors qu'elles étaient justement en recherche d'un logement d'urgence cette année. Et comme on le sait bien, les personnes LGBTQI+, sont assez surreprésentées dans ces personnes-là parce qu'elles sont justement beaucoup plus promptes à se retrouver dans des situations de précarité, à se faire virer de chez eux, à pas obtenir de logement, à pas avoir les ressources justement pour se payer un logement. Donc c'est spécifiquement du fait de cette surreprésentation des personnes queer, surtout des personnes trans, dans la question de l'hébergement et dans la question justement du sans-abrisme, qu'on a voulu axer notre revendication là-dessus. Parce qu'en fait, le logement c'est la base de toute société digne. Donc voilà quoi, ça me paraît assez important. Il y a un appel, donc il y a près de 1500 personnes qui ont signé donc pour la manifestation et pour justement vous soutenir dans votre démarche. Yes, et c'est que le début, on espère en tout cas. Donc on vous invite à signer sur le site pridedesbanlieues.fr. Vous pouvez aussi retrouver le lien du site directement sur nos réseaux sociaux, donc Pride des banlieues sur Facebook, Instagram et Pride-banlieue sur Twitter, pour accéder plus facilement au site parce qu'il n'est pas encore très bien référencé, donc n'hésitez pas à passer par ces canaux. Mais donc je répète, pridedesbanlieues.fr, plus on sera nombreux, plus on pourra faire avancer nos revendications. Et donc plus on pourra atteindre cet objectif de société où chacun et chacune puisse vivre dignement. Et c'est un principe qu'on a nous aujourd'hui, c'est que qu'il n'existe pas de condition à la dignité, à la vie digne. Et pour ce faire, aujourd'hui et demain, si une personne LGBTQI+, une personne queer de quartier populaire peut vivre dignement, peut être bien dans sa vie, et peut-être qu'on aura chacun et chacune, on peut espérer qu'une société où un queer de quartier populaire soit bien dans sa vie. Une société où en fait tout le monde va être bien dans sa vie, tout simplement. Vous avez donc programmé la prochaine marche le 4 juin à Saint-Denis. Pourquoi encore Saint-Denis? Il n'était pas question au départ de faire un peu le tour
du 93 ou peut-être à cause justement de cette pandémie qui nous a coûté cher dans la vie. L'idée, c'est de marquer encore le coup une nouvelle fois à Saint-Denis pour ensuite aller voyager un peu partout en banlieue. Bah, vous savez, organiser une Pride itinérante et voyager par Mont et par Vaux à travers le 9-3, ça demande quand même beaucoup de ressources. Nous, on reste encore une association qui, certes, a gagné quand même en ressources, en bénévoles. On reste quand même une association qui croule pas nécessairement sous l'or, en fait. Ouais. Donc, comme on est basé à Saint-Denis, on part de Saint-Denis, quoi. Ouais. Non, mais je voulais dire, ça va, par exemple, partir d'une autre commune dans le 93 que Saint-Denis, par exemple. Je ne sais pas, je dis Aubervilliers ou ailleurs, mais c'est peut-être pas... Bah, nous, on préfère s'ancrer justement dans les contextes qu'on connaît et dans D'accord. lesquels on a l'habitude d'évoluer et de travailler. On espère en revanche que notre Pride, exactement comme la première édition, on espère que cette Pride va justement motiver les habitants de d'autres quartiers, d'autres villes, d'autres communes dans le 9-3 à justement monter leur Pride, à Ouais. monter leur organisation, à monter leur mobilisation et à s'organiser en tant que communauté, en tant que personnes concernées qui se connaissent et qui connaissent les problématiques de tout un chacun pour faire avancer aussi leurs revendications de leur côté. Nous, à la base, on n'a pas forcément la prétention de constituer l'alpha ou l'oméga du militantisme dans les quartiers populaires. On a plus envie justement de provoquer une mobilisation massive avec ce qu'on a accumulé comme savoir, à travers ce qu'on a accumulé comme technique. Donc, voilà quoi. Yes, et effectivement, nous, on a une initiative Oui. à Saint-Denis et l'idée, c'est que l'initiative, elle émerge aussi des contextes spécifiques et qu'on ait par contre, pourquoi pas, des objectifs et des revendications communes sur des plans plus larges. Donc, avancer ensemble, se constituer ensemble, mais il faut que ça vienne des endroits et des personnes qui subissent et connaissent les contextes. Absolument. Une dernière question, comment les politiques reçoivent votre projet ? Alors, aujourd'hui, pour l'instant, plutôt bien, a priori. Je veux dire, en fait, aujourd'hui, ils sont pas très au fait. Ils sont pas trop au fait de nos revendications, etc. Et on va leur présenter plus après et durant la Pride. Maintenant, pour l'instant, il y a un soutien institutionnel de certaines institutions de la Pride des banlieues. D'accord. Alors, redites-nous, le meeting, donc le 20, dimanche. Absolument. Ouais. Ce sera à la Bourse du Travail de Saint-Denis. Ce sera à 15h. Et on espère vous y voir nombreux et Ouais. nombreuses, Et la prochaine- que ce soit parce que vous avez justement envie d'approfondir la thématique de l'hébergement d'urgence à destination des LGBT et des queers, ou que ce soit parce que juste vous avez envie de découvrir et de vous sensibiliser justement aux enjeux sociaux et politiques de votre territoire. Ouais. Et la prochaine marche La dynamique de la Pride du banlieue est arrivée jusqu'au 4 juin avec plein d'énergie et plein de force. Et la prochaine marche, le 4 juin. Samedi 4 juin. Exactement. Et en attendant, on signe l'appel à manifester Ouais. sur pridedesbanlieues.fr. Et on nous suit sur nos différents réseaux sociaux, c'est Pride des banlieues sur tous les réseaux sociaux. Vous nous Merci, trouverez assez facilement. merci Yanis et Youssef. À bientôt et bon meeting Merci et bonne à marche. toi. Merci Brahim. À bientôt. Merci, au revoir. Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. Aujourd'hui, dans sa chronique Planète Arc-en-Ciel, Denis Martin Chabot nous parle de la reprise des voyages et des destinations touristiques des LGBTQIA+, après 2 ans de pandémie. Partira pas. Alors que la planète entière jongle avec le déconfinement, les agences de voyage et tout le secteur du voyage et du tourisme à l'échelle du monde conjuguent avec la joie d'enfin pouvoir recommencer à voyager normalement et aussi les casse-têtes des règlements et des politiques du déconfinement de la COVID qui diffèrent d'un pays à l'autre et qui ne cessent d'être modifiés. Donc ça, c'est un portrait de la situation récente qui n'est pas différent, qui nous rappelle les 2 dernières années de la pandémie pour l'industrie touristique mondiale. Pascal Chalmel est président de Voyage LGBT au Québec. Il rappelle ce qu'on a vécu. Eh bien, disons que ça a été 13 mars 2020 a été comme une date que je vais retenir toute ma vie parce que c'est là que tout a commencé. Et puis, on nous a avisé qu'il fallait annuler tous les voyages. Donc, moi, j'avais beaucoup à l'agence, on avait beaucoup de départs, tout ça. Donc, ça a été, je dirais, 6 à 8 mois d'annulation de voyage, de trouver une solution pour nos clients, de les aider dans leur démarche parce que personne ne s'attendait à ça.
Et puis, après ça, il y a eu une petite accalmie. Puis, il y a eu un petit peu de reprise de voyage, là, je dirais, les 6 derniers mois qui viennent de passer, on a eu le 15 décembre. Donc, le 15 décembre qui a été un peu la même chose avec Omicron, tous les gens qui avaient réservé. Pascal Chalmel, président de Voyage LGBT au Québec. M. Chalmel explique que tout le secteur touristique a dû se serrer les coudes pour ne pas sombrer, alors que les gouvernements du monde interdisaient les voyages non essentiels ou imposaient des tests de dépistage et le confinement aux frontières. Alors, tout cela tire à sa fin. Donc, on peut commencer à planifier ses vacances dans le sud, du moins, soit au printemps ou l'hiver prochain. En fait, il n'est pas rare de voir des soldes vers les Antilles, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud pour des départs qui auront lieu donc en avril ou en mai. Ça, c'est pour ceux à qui ça manque là, d'aller en voyage dans le sud en avril ou mai, parce que je ne suis pas si mauvais que ça au Canada, mais quand même. Donc, on peut trouver des voyages, des vols, des forfaits. Et on parle là-dedans de destinations qui sont privilégiées pour les communautés de LGBTQIA+. On parle donc de la République dominicaine et de Puerto Vallarta au Mexique, qui sont à nouveau accessibles. Et quant au retour du voyage entre le Canada et l'Europe, c'est maintenant ouvert. Mais compte tenu de la guerre que la Russie mène en Ukraine, même si les vols sont de retour, les voyageurs craignent. On écoute à nouveau Pascal Chalmel. Les 3 destinations après pour l'Europe, c'est sûr que là, on est dans un climat en ce moment, je te dirais bien franchement, que même moi, je fais « Ah, OK, il va se passer quoi avec l'Ukraine, la Russie, tout ça ?» Je le ressens un peu dans les inquiétudes de clients qui ont acheté de l'Europe pour cet été, qui se posent des questions justement parce qu'on est dans l'incertitude. Donc, un retour à la normale à petits pas. Peut-être que d'ici 1 an, les choses reviendront entièrement à la normale et j'irai vous voir à Paris, à partir de Montréal. Brahim. Vous écoutez Homo Micro, une émission de et avec Brahim Naik Balk. Merci Denis Martin Chabot et à très vite à Paris. Tout de suite, retour à la musique, Nathan. Effectivement, et pour continuer cette envie de voyage, quelle meilleure musique d'un morceau de Desireless. Oui, il fallait revoir les classiques, mesdames et messieurs. Alors voici le tube des années 80 avec Desireless. Voyage, voyage, on écoute.
Le cercle des chroniqueurs. C'est bien de voir des jeunes s'intéresser à des musiques qui font partie de notre époque. Ouais. Reconnaître, c'est un chef-d'œuvre. Ouais, c'est un chef-d'œuvre, ça fait danser les plus jeunes parmi nous. Ça fait vraiment plaisir. Qui te fait découvrir ces classiques, Nathan? Moi. Ah, bien. Donc Moi. tu t'intéresses à tout, c'est bien. Merci de nous amener un peu et de nous faire rêver et revenir un peu en arrière. Ça fait toujours plaisir. Et c'est maintenant le retour de Anna. Aujourd'hui, tu nous fais une chronique un peu spéciale. Oui, alors aujourd'hui, je sors un petit peu de ce que je fais d'habitude, puisque vous avez l'habitude, j'essaie toujours de vous proposer des médias qui offrent une représentation de la communauté LGBTQI+. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une autre représentation qui est importante à mes yeux, celle de la femme dans les médias. Alors ça tombe bien, ça fait un peu écho à ce que Annabelle nous a proposé à l'interview. Donc moi, aujourd'hui, je vais vous proposer une sorte de petite watchlist de 3 films et de 3 séries que je conseille à tout le monde de regarder, car ces médias offrent une représentation de la femme et de sa place dans la société qui est assez importante. Donc le premier film que je vais vous proposer, c'est L'événement d'Audrey Diwan. Vous en avez peut-être entendu parler. Il est sorti en novembre 2021 dans les salles françaises. Et ce film relate l'histoire d'Anne, une jeune étudiante appartenant à une famille modeste qui excelle dans tout ce qu'elle fait. Alors que les examens finaux approchent, elle apprend qu'elle est enceinte. Voulant se détacher de sa famille et n'étant pas prête à devenir mère, la jeune femme décide d'avorter. Mais c'est pas aussi simple que ça, parce qu'en 1963, l'avortement est illégal. Donc ce film, il est marquant puisqu'il retrace l'histoire d'un combat de millions de femmes à travers le monde, et il interroge de manière frontale sur la question de l'avortement. C'est un film qui, au-delà de seulement raconter un combat, n'a pas peur de dire les choses, de montrer l'horreur et les difficultés rencontrées par ces femmes. L'événement porte un message politique et interpelle les gens, car aujourd'hui encore, des lois anti-avortement sont votées dans certains pays. Et puis vous en avez peut-être entendu parler parce que l'actrice a gagné le César du meilleur espoir féminin cette année à la cérémonie. Donc le deuxième film que je vais vous présenter, c'est Promising Young Woman d'Emerald Fennell. Alors je prononce peut-être pas bien le nom. Promising Young Woman, qui est un thriller coloré et féministe qui suit le personnage de Cassie, une serveuse à jamais traumatisée par des événements de son passé, qui se transforme à la nuit tombée en une justicière qui confronte les hommes qui abusent des femmes et leur donne une leçon. Des retrouvailles vont pousser la jeune femme à aller plus loin sur le chemin de la vengeance. Alors ce film, totalement féministe, aborde un thème sombre de manière originale. L'ambiance colorée, les musiques pop contrastent avec le désir de vengeance extrême de Cassie. Mais cette mise en scène participe à la mise en lumière de ce combat contre le machisme et, plus important, contre la culture du viol et la façon dont la société traite les victimes. Premier film d'Emerald Fennell, Promising Young Woman est un thriller qui aborde un thème universel et intemporel sous un nouvel angle, porté par un personnage principal puissant et attachant. Enfin, le troisième film, alors c'est un documentaire, c'est Pop Féminisme, des militantes icônes pop, d'Élise Baudouin et Ariel Wiesman. À la suite des révélations de l'affaire Weinstein, les manifestations se multiplient dans le monde pour dénoncer les violences sexuelles. Les femmes s'emparent de ce qu'il y a autour d'elles pour faire passer leur message, multipliant les références à la pop culture. À travers ce documentaire, les réalisatrices racontent la manière dont le féminisme s'inscrit dans la culture pop. Depuis des années, des icônes telles que Madonna ou les Spice Girls prônent le girl power et mettent en avant la figure de la femme forte et indépendante. Au cinéma, des héroïnes puissantes font leur apparition. Je peux vous faire une liste longue comme mon bras. Et toutes ces figures, en fait, incarnent un nouveau féminisme qui est ici mis en lumière. Et dans le domaine des séries, qu'est-ce que tu nous proposes, Anna ? Alors, je vais vous proposer donc 3 petites séries. La première, c'est Betty de Crystal Moselle. Alors, ne vous méprenez pas, Betty n'est pas un personnage. C'est un mot américain utilisé de manière condescendante pour parler des filles qui font du skate ou qui fréquentent des skateurs, remettant en question leur légitimité dans ce sport. C'est dans ce contexte qu'on suit l'histoire de Camille, Kurt, Onebir, Indigo et Janey, qui forment un collectif de skateuses à New York. Les jeunes femmes sont confrontées quotidiennement à des hommes qui refusent de leur laisser une place dans ce sport, mais elles ne comptent pas se laisser faire. Donc en fait, en utilisant le milieu du skate, Crystal Moselle, elle montre les attaques quotidiennes que subissent les femmes dans l'espace public. La série parle de racisme, de harcèlement de rue et de violences sexuelles. Elle parle aussi de la place des femmes dans le sport et la manière dont elles sont parfois exclues. Ensuite, j'aimerais vous parler de Mixte, de Marie Roussin, qui est une série française disponible sur Amazon Prime, pour ceux qui ont. Donc, dans les années 60, en France, seuls les garçons avaient le droit à une véritable éducation. Mais certains lycées décident de tenter l'expérience de la mixité, et ainsi, le lycée Voltaire accueille 11 filles. Rapidement, elles sont confrontées au sexisme banalisé par la société,
et elles doivent alors établir leur place au sein d'un établissement réticent à leur présence. Cette série est un portrait de la société des années 60 qui met en avant le combat des femmes pour l'éducation et l'égalité, dans un monde où le machisme était dominant, où le patriarcat est aux commandes. La série permet de montrer le chemin parcouru jusqu'à aujourd'hui. En parlant du passé, elle pointe du doigt des problématiques misogynes qu'on retrouve encore aujourd'hui. Et enfin, la dernière série que j'aimerais vous proposer, c'est The Marvelous Mrs. Maisel d'Amy Sherman Palladino. Donc The Marvelous Mrs. Maisel nous dépeint l'histoire de Miriam Maisel, dit Midge, une New-Yorkaise qui vit avec son mari et ses enfants. C'est une femme aimante, qui soutient la carrière d'humoriste de son mari. Mais un jour, elle découvre qu'il la trompe avec sa secrétaire. Alors qu'elle noie son chagrin dans le comedy club où il avait l'habitude de jouer, elle est prise d'un élan de folie et monte sur scène, réalisant un sketch acclamé par le public. Midge décide alors de se lancer dans une nouvelle carrière. Se situant dans les années 50, cette série nous offre le portrait d'une femme blessée par la vie, qui décide de ne pas se laisser faire et de se faire un nom dans le monde fermé et machiste du stand-up. Avec cette comédie, Amy Sherman Palladino met les pieds dans le plat et critique la société patriarcale des années 50, qui fait encore trop écho à celle d'aujourd'hui. Merci pour cette excellente chronique, Anna. Effectivement, elle fait écho à notre invité qu'on a reçu. Et Eric, tu as été séduit. Oui, il faudra peut-être dire comment on peut les voir, ces 3 films et ces 3 séries. Alors, donc Mixed et The Marvelous Mrs. Maisel, elles sont disponibles sur Prime Video, pour ceux qui peuvent regarder. Betty est disponible sur OCS. Ouais. Alors, l'événement est sorti il n'y a pas longtemps au cinéma, donc il va falloir encore attendre un petit peu pour avoir les DVD. Promising Young Woman, il est disponible, il est trouvable en DVD. Et Pop Féminisme, alors il était disponible pendant un moment sur Arte. À vérifier s'il y est encore. Mais je pense qu'il y est encore. Voilà. Arte.tv. Arte.tv, voilà. Merci Anna. Alors tu donnes rendez-vous aux auditrices et auditeurs quand la prochaine fois, dans 15 jours ? Quand tu m'invites. Ouais. À très vite. Merci Anna. Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. Et nous passons à Éric Garnier qui nous présente le journal de Jean Jacquard. Oui, alors moi-même je ne le connaissais pas. C'est un petit article du Monde des livres qui m'a alerté. Et mon guédard a tout de suite fonctionné quand j'ai vu que une partie du journal concernait l'homosexualité de ce grand universitaire, historien, entre autres spécialiste du XVIe siècle, qui est de la pointure de notre invité de début d'émission. Alors, Jean Jacquard est un homme qui n'aura pas connu le Pax, puisqu'il est décédé en 98, à l'âge de 70 ans. On peut dire quelques traits de cet homme, très attachant et qu'on aurait aimé pouvoir inviter à l'émission. Si elle avait existé, oui, ça fait 24 ans, là, 23 ans qu'il est décédé, non. À 5-6 ans près, on aurait peut-être pu. C'est un Parisien, mais qui a des racines campagnardes. C'est un passionné de Paris. C'est quelqu'un qui, pour qui la famille est très importante. Bon, on se demande s'il a un père ou pas, puis on apprend beaucoup plus tard, au moment où le père va mourir, qu'en effet, cet homme, s'était éloigné très vite de la vie de Jean Jacquard. Alors, plus étonnant, sa famille est athée. La maman est une militante communiste, mais lui, Jean Jacquard, vers 14 ans, se convertit au catholicisme. Et c'est un peu le début des problèmes. Alors, quand le journal commence, il a 15 ans, 16 ans. C'est la fin... C'est 1 an avant la fin de la guerre, il est à Paris, au début, c'est vrai, le journal est assez succinct, c'est quelques lignes chaque jour, il y a quelques événements politiques par rapport à la guerre, familiaux, scolaires, amicaux, mais c'est pas intéressant. Ça devient intéressant quand on a la puce à l'oreille et on se dit, sachant que la 4e de couverture parle bien de l'homosexualité de Jean Jacquard,
quand va-t-elle arriver dans ce journal? Et elle arrive. Voilà. Alors, il faut ce Jean Jacquard, quand on lit, et j'ai tout lu, hein, vraiment, 700 pages. Bon, il est attachant de par sa modestie. C'est un type très brillant, mais il est très simple et il pense davantage à la réussite de ses amis dans leurs études, comme le concours de Normal Sup, que se réjouir de ses succès. Hein. Il est plus heureux d'écrire dans son journal que tel ami a été admissible à Normal Sup ou à Cachan que ses propres succès. Alors, c'est donc un camarade, un garçon qu'on apprend à apprécier. Voilà. Il n'est pas prétentieux, il est vraiment plein de vie, mais en même temps, ce qui est saisissant, c'est son chemin de croix, car en effet, on est plongé donc régulièrement dans son journal par des phrases où il se met plus bas que terre, car c'est le combat entre son homosexualité et la religion catholique, qui bien sûr, sont absolument des ennemis. Alors, il est sincèrement croyant, c'est une vraie foi, assez naïve, et l'intérêt de ce roman, de ce journal, c'est que on suit donc l'évolution de Jean Jacquard, à la fois sur ses goûts personnels. C'est un homme qui adore la musique classique. Je crois que quelqu'un qui aime la musique classique aura beaucoup de bonheur à lire les comptes rendus des concerts auxquels il assiste. Il adore bien sûr tout ce qui est culture. Alors on est de moins en moins étonné qu'en littérature, par exemple, son maître soit André Gide. Ou Julien Green. Et donc ce journal montre son évolution à la fois intellectuelle et familiale, car évidemment, sa mère, qui est l'être qui lui est le plus cher, ne supporte pas quand elle comprend qu'il est attiré par les garçons. C'est terrible pour lui. Et surtout, sa foi lui pourrit absolument la vie. Il en est désolé, il a honte, parfois il ne s'autorise même pas à communier tellement il est impur. Et en même temps, c'est quelqu'un qui aime la vie, qui rebondit à chaque fois. Il ne parle jamais de tentative de suicide, mais je parlais d'un chemin de croix et le lecteur l'accompagne et est à la fois bouleversé, on souffre avec lui, car bien sûr, sa foi ne peut pas tolérer ce qu'il est, et en même temps, il est chrétien. Il est deux choses qui ne peuvent pas cohabiter. Alors, on souffre avec lui, on aurait aimé l'avoir comme ami, et on se dit que s'il était né plus tard, il aurait certainement beaucoup mieux vécu, car ce journal est un peu un diagnostic de ce que c'est qu'être homosexuel, et à Paris, dans les années 50-60. Et on est aussi révolté de ce que la religion peut mettre dans le cerveau des croyants, au point de presque les pousser au mépris d'eux-mêmes et, pour les plus faibles, au suicide. Et c'est ça qui est... et en même temps, on ne comprend pas comment un garçon aussi intelligent peut tomber dans des... Parfois, on est désarmé par la naïveté de ses propos sur son homosexualité et le jugement de Dieu. Enfin, c'est donc un témoignage d'une époque où il n'était pas bon être homosexuel. L'Église catholique était encore très prégnante. C'est aussi le pouls d'une société, surtout à Paris. C'est aussi le journal d'une lutte. Et l'importance de ce journal est très grande, car ça va lui permettre, malgré tout, de se confier
puisqu'il ne peut pas se confier à grand monde, et se confier à un journal, et on a peut-être tous vécu ça, permet de soulager sa souffrance. Et plus le temps passe, plus ce journal n'est pas écrit tous les jours. Il y a parfois 1 mois, 2 mois où il n'écrit rien. Et il explique pourquoi. C'est-à-dire qu'il explique qu'il a fini par accepter qu'il n'y avait rien à faire, qu'il était homosexuel, que c'est comme ça, et que donc en parler dans un journal n'apportera plus rien. Voilà. Alors on aimerait connaître la suite parce qu'en 66, il a 40 et quelques années. Ce journal est un journal qui a été travaillé donc par des anciens élèves qu'il avait, des anciens étudiants, qui ont fait un travail gigantesque à partir de tout ce qu'il a laissé à la Bibliothèque nationale. Et on se demande bien, entre 66 et 98, il a encore eu presque un quart de siècle de vie, comment il a vécu son homosexualité. Par exemple, après 68, le journal s'arrête en 66, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Donc, à la fois un journal un peu casse-pied à lire au début, mais ensuite, quand on a ce fil rouge de l'homosexualité, eh bien, on ne peut plus lâcher ce journal. Et on est désolé, moi qui aurais peut-être eu l'âge de éventuellement le connaître, on est désolé de ne pas avoir pu rencontrer ce Jean Jacquard. Et on a le cœur serré de voir à quel point la société et surtout la religion pouvaient briser des vies à ce point-là et faire qu'on peut se mépriser soi-même sous prétexte qu'on est homosexuel. Alors, les éditions, ce sont les éditions CTHS. CTHS, c'est le journal de Jean Jacquard avec une très belle couverture. Et voilà, c'est un ami que l'on suit pendant 20 ans et que l'on quitte le cœur serré, à regret, et en même temps admiratif d'avoir surmonté l'homophobie intrinsèque à sa foi. Merci Eric. 2 bons livres, celui que tu viens de citer et l'invité d'Annabelle Guiraud. Nous avons reçu tout à l'heure Marilène Patou-Matisse pour son livre « L'homme préhistorique » aux éditions Alary Éditions. Surtout, courez, allez acheter ces 2 bons livres. J'ai été vraiment très heureux de passer ce très grand moment avec vous. Merci pour ce retour, Anna, et à très vite, j'espère. Bah, très vite, hein. Tu m'envoies un message à mon numéro et j'accours. Et tu accours, super. Merci Eric d'être repassé j'ai par chez terminé nous. un gros roman de 600 pages aussi, un roman cette fois-ci. Donc je vais peut-être arrêter les gros 600 pages, parce que ça sera le 3e. Voilà, il faut que je lise autre chose. Mais en même temps, voilà, une prochaine fois, ma chronique sera prête. Merci Eric et merci aussi aux réalisateurs Amy et Nathan d'avoir été là devant les manettes de l'autre côté de la vitrine. À très vite et à très vite surtout en podcast. On vous embrasse, passez une bonne semaine et prenez soin de vous. Ciao ciao. Hey! Oh non! Cette émission est maintenant terminée. Mais un conseil, retrouvez l'ensemble des podcasts d'Homo Micro, l'émission qui se prend au mot, sur toutes les bonnes plateformes de streaming.